En ce moment, on est en train de construire un des plus grands projets locatifs résidentiels de toute l'histoire de la Rive-Nord. C'est le projet Espace W. Dans le fond, de la façon dont j'ai créé le projet, c'est en écoutant encore une fois les gens, puis les besoins des gens, puis les générations qu'on a maintenant. Il y a beaucoup de baby boomers qui le monsieur décède ou la madame décède. Puis les gens, ils vivent énormément de solitude. Ça, j'ai appris ça parce que j'ai été, dans le fond, pour la levée de fonds des petits frères. Puis je suis allé à la maison des petits frères, puis je voyais des personnes qu'on appelle des personnes âgées, mais ils ont genre 60 ans. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qu'on n'a plus besoin de vous présenter. C'est quelqu'un qui est très connu. C'est Monsieur Ray Jr. qui est avec nous aujourd'hui. C'est un très gros développeur. C'est un développeur qu'on n'a plus besoin de présenter au marché. Ses œuvres parlent pour lui. Merci, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. C'est vraiment gentil. Ça me fait plaisir. Ray, on t'a invité aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui est une emblème du développement de terrain. Tu as été un des plus grands développeurs du Québec. Tu as laissé une histoire, une empreinte. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu, avant de devenir ce grand développeur, c'est qui Ray Jr. Courtemanche? Ben, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon histoire, mais pour ceux qui la connaissent pas, j'ai commencé à vendre des T-shirts, j'avais 5 ans. J'ai été passionné par la communication avec les gens. J'ai été pompiste encore communication avec les gens. Mon père était pilote de course. Aux courses, je vendais des T-shirts aussi pour avoir de l'argent pour faire du karting. Ensuite, j'ai travaillé au garage comme pompiste, mécanicien, mais j'haïssais la sludge, la graisse, être tout le temps crotté. Alors, j'ai commencé à offrir des services de tonte de gazon. Alors, je sonnais aux portes, j'offrais aux gens de couper leur gazon, entretenir leur terrain, puis de là, mais je me suis mis à faire de l'aménagement paysager. On est devenu une des plus grandes entreprises au Québec en aménagement paysager, pavés, briquets, cascades qui coulent dans les piscines, des immenses jardins. On créait des atmosphères, des ambiances dans les cours des gens, parce que les gens aiment beaucoup se retrouver dans leur cours, puis se sentir bien un peu. Des ambiances style Tulum, des ambiances style plus Floride. Fait qu'on créait des concepts d'aménagement paysager. Puis ça m'a amené à être un grand transporteur de matériaux en vrac, excavation et le déneigement l'hiver. Puis ça m'a demandé énormément de terrain pour pouvoir stationner, faire la maintenance de tout cet équipement-là. Et en 91, j'ai acheté un terrain sur le coin d'une rue à Laval, qui était le chemin de l'Équerre puis boulevard Le Corbusier. Puis là, j'ai fait un centre jardin. Fait qu'on s'autosuffisait pour nos matériaux, pour faire l'aménagement paysager. Mais en ayant de la machinerie lourde, mais là, les compagnies de construction, de transport me demandaient d'aller sur leur chantier pour transporter l'excavation, emmener de la nouvelle pierre, sortir du béton qui démolissait des bâtiments. Fait que je me suis ramassé avec 12 roues, puis un semi-trailer dompeur. Puis là, on travaillait sur tous les chantiers. On a travaillé sur la 13, on a travaillé sur le 10-30, on a travaillé sur le Centropolis, puis plusieurs autres grands projets de centres commerciaux. Puis là, ben, je voyais les projets se construire, puis les rues s'ouvrir, puis tout ça. Puis ça m'a emmené énormément d'expérience. Puis là, en 2001, qui est comme 10 ans plus tard, la ville me demandait de quitter le terrain parce que je faisais trop de bruit, j'avais trop de machinerie. Puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à travailler un terrain pour pouvoir me bâtir un bâtiment commercial et industriel sur le boulevard Michelin à Laval. Ça a été mon premier bâtiment que j'ai construit de ma vie. Fait que c'était pas une maison, c'était pas des bureaux. C'était vraiment un immense bâtiment pour mettre ma machinerie, puis faire mon garage, puis mes bureaux. Mais pour que ça fonctionne avec les chiffres, mais moi, j'avais besoin, mettons, de 10 000 pieds carrés.
mais on a bâti 40 000 pieds carrés, puis on a trouvé preneur pour le 30 000 pieds excédent. Puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la construction. Fait que c'est un immense bâtiment. Puis après ça, ben, il a fallu que je trouve des solutions pour mon ancien centre-jardin que la ville m'avait demandé de fermer parce qu'on faisait trop de bruit, trop de poussière, exactement. Puis là, je voulais faire du résidentiel. Il n'en voulait pas parce que si je créais du résidentiel sur mon terrain, en arrière, c'était des bâtiments commerciaux industriels. Fait que je rapprochais le résidentiel de l'industriel, mais il m'avait fermé pour ces raisons-là parce que moi, je dérangeais le résidentiel qui était en avant de chez moi. Puis là, ils ont commencé à me demander de créer un concept qui créait comme une zone tampon entre le résidentiel et l'industriel. C'est là que je suis arrivé avec un concept d'un bâtiment de 17 500 pieds carrés sur 2 étages qui était en bois lamelé collé. Fait que ça créait comme une zone d'amortissement du parc industriel et du développement résidentiel. Fait que j'ai créé une tour à bureau de 2 étages. C'est comme ça que j'ai commencé à faire un deuxième bâtiment. Puis je me suis démarqué parce qu'au lieu de faire une structure d'acier comme mon premier bâtiment de 40 000 pieds carrés, mais là, avec celle-là, vu que c'était du bureau, je voulais créer quelque chose de différent pour justement créer une absorption rapide. Parce que quand tu as un produit qui est hors de l'ordinaire, mais des fois, tu captes plus l'attention des gens. Fait que c'est une question de marketing aussi. Fait que le bâtiment était 100% en poudre de lamelé collé. Puis au lieu de vendre, exemple, dans ce temps-là, un bâtiment industriel se vendait 90-100 $ le pied. Mais nous, vu que c'était en bois, lamelé collé, on a réussi à vendre près de 200 $ le pied. Fait que c'était une première dans le domaine du bureau. C'est là que j'ai vraiment démarré dans le développement de terrain puis de la construction. Et c'est tellement beau parce qu'au final, c'était pour résoudre tes propres problèmes que ça a commencé. Exactement. Puis j'ai appris justement sur le tas, mais c'était pour trouver une solution justement d'un malheur, exactement, pour le transformer en succès. Mais là, au lieu de m'apitoyer sur mon sort puis de chialer après la ville puis les citoyens, mais j'ai trouvé des idées, des stratégies justement pour que ça devienne un succès dans le fond. Puis C'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire. Il y en a peut-être beaucoup qui la connaissent, l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les détails que tu viens de donner, c'est encore plus intéressant. Parce qu'au final, on voit à travers cette histoire-là un gars qui a trouvé des solutions pour lui-même. Fait que quelqu'un qui apprend à vivre avec des défis pour lui-même, tu as mis tout ce que tu pouvais. C'était déjà ta business. Fait que tu sauvais ta business. exact. Tu bâtissais pour toi-même, mais tu bâtissais avec les challenges puis les aléas que la ville te donnait. Parce qu'au final, toi, si tu n'avais pas eu la ville qui t'aurait dit « tu gênes avec ton centre-jardin », tu n'aurais peut-être même pas bougé, tu n'aurais peut-être même pas bâti ton premier bâtiment, tu aurais peut-être continué à faire ce que tu faisais. Fait que c'est comme un changement de carrière, un hasard, résolution de problèmes. Puis il y a quoi de mieux que quelqu'un qui a commencé à faire ça pour lui-même personnellement. Aujourd'hui, tu es connu dans le milieu du résidentiel, tu fais énormément de bâtiments résidentiels, tu es aussi connu beaucoup à Mirabel. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de Mirabel, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Mais dans le fond, ça aussi, c'est un hasard. Après avoir fait le bâtiment en lamelé collé, c'est là que j'ai commencé à faire du résidentiel. Fait que j'ai fait des développements à Blainville. J'ai acheté quelques terrains. Ensuite, à Fontainebleau, j'ai acheté quelques terrains. Puis là, mais je faisais des maisons de 500 000. Puis là, on parle de 2008. Fait que, c'est comme une maison à 1,5 million. exactement. Puis après ça, 2009, 2010, je faisais des maisons d'1 200 000, 1 500 000. Puis les maisons se vendaient bien. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé mes talents, dans le fond, de créer des aménagements paysagers hors de l'ordinaire, pour créer des bels environnements pour les gens. Quand j'ai commencé à bâtir mes maisons, je voulais me démarquer aussi, comme je me suis démarqué avec mon premier bâtiment de bureau en lamelé collé, mais j'ai commencé à faire des maisons dans des secteurs où ce que les gens faisaient des styles châteaux, parce qu'on va sur le boulevard Fontainebleau, c'est toutes des maisons avec des tourelles, des châteaux. Puis là, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup, puis je voulais vraiment sortir du lot. Puis là, j'ai commencé à faire des maisons ultra modernes, contemporaines.
j'ai utilisé les portes de garage que j'avais mis sur mon premier bâtiment industriel, qui étaient des portes de garage vitrées comme on voit dans les stations de service. Fait qu'en faisant des maisons très modernes, des portes de garage vitrées, mais là, les maisons, ils clashaient la totale dans le secteur, justement, de maisons châteaux. Puis les maisons se vendaient comme des petits pains chauds, même s'ils étaient 700 000, 1 million, 1 200 000. Pourquoi? Parce que les gens aiment le changement, aiment les choses originales. Puis là, ben ça a fait ma marque de commerce, puis je me suis mis à faire plein de maisons. Puis là, j'ai été voir d'autres terrains, dans le fond, à Lorraine, qui étaient dans le domaine de château de Brisac. Là aussi, ça porte le nom. C'était tous des châteaux avec des tourelles, maisons très victoriennes, style château. Puis là, ben, là aussi, j'ai commencé à faire des maisons gigantesques avec 3-4 portes de garage, très modernes, portes de garage vitrées. Puis là, ben, j'ai fait plusieurs maisons dans ce secteur-là. Puis il y a quelqu'un qui est venu visiter les maisons, qui voulait aussi du bureau. Puis là, ben, la personne qui était sur place elle faisait visiter toutes les maisons modèles que j'avais construites dans le domaine de Château de Brisac. Puis cette personne-là avait travaillé avec le groupe de Sheldon Gordon puis la banque Morgan Stanley à New York. C'est là que la personne elle a parlé avec la personne qui était représentante sur place pour lui dire qu'elle avait des contacts pour l'immense projet Lac Mirabel, puis ça a démarré de cette façon-là. Fait que dans le fond, ça a parti un petit peu. Tout est une histoire d'hasard ici, mais je pense que non seulement tu avais du hasard qui est arrivé, mais je pense aussi que tu as travaillé fort, puis ton expertise t'a amené à pouvoir aussi regarder ces marchés-là comme des niches. Parce que c'est vraiment ça que tu as fait. T'as eu, dans le fond, l'idée d'aller créer quelque chose qui n'existait pas. Dans le temps, aujourd'hui, ça existe, mais dans ce temps-là, t'as percé une niche, comme on dit, puis c'est ça que tu as fait. C'est pas juste le hasard. J'ai l'impression que tu t'essaies de me dire que c'est le hasard, mais je pense que Ray, t'avais aussi le flair de regarder le potentiel d'un marché où est-ce qu'il y en avait pas peut-être pour les autres, mais toi, tu étais capable de le voir. Puis quand Mirabel est arrivé, je pense que c'est là qu'on a comme entendu encore plus parler de toi, qu'on a commencé à connaître c'est qui ce gars-là. Ouais. C'est qui ce gars-là. Puis c'était le fun parce que quand tu as commencé Mirabel, c'était quelque chose où est-ce que moi, dans ce temps-là, moi, je suis une fille de Montréal, puis j'avais de la famille qui commençait à acheter à Mirabel. Je pense que c'était en 2012, 2013, là, ça a commencé. C'est un coin perdu. Hein? C'est ça. Puis moi, en 2012-2013, j'étais à mon début vingtaine. Qu'est-ce que c'est ça, Mirabel? Ils vont habiter là. Ils achètent des maisons là-bas. Ben aujourd'hui, c'est rendu un endroit où est-ce qu'il y a presque plus de maisons à acheter. Exact. C'est rendu un endroit où est-ce que tout le monde veut acheter, tout le monde veut aller. Ben, il n'y a plus de terrain. C'est non, il y en a de moins en moins. T'as créé un momentum. Un momentum. Et je pense aussi, à part de créer le momentum, moi, ce que je te reconnais dans le marché aujourd'hui, moi, je suis spécialisée dans le terrain, puis tu as créé le marché des deuxièmes couronnes que les gens ne voyaient pas avant. Exact. Et que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté à sortir de la deuxième couronne. Et à un moment donné, il va falloir step, puis aller à la troisième couronne. Exact. Quand toi, tu as commencé en 2012-2013 à Mirabel, les gens étaient même pas en train de vouloir construire dans la première couronne de Montréal. Mais toi, tu étais déjà dans la deuxième couronne de Montréal à cette époque-là. Exact. Ça, c'est pionnier, Ray, parce que quand on est capable d'avoir une vision qui sort des grandes périphéries des villes, puis qu'on est certain, puis qu'on est sûr de notre affaire, il n'y a pas de chance que ça marche pas. C'est ça que je comprends pas aujourd'hui. On a beaucoup d'investisseurs, des développeurs qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ah, moi, je construis juste sur la rive sud. Ah, moi, je construis juste sur la rive nord. J'achète juste sur la rive nord. OK, très bien. Mais si tu veux acheter juste sur la rive nord ou juste sur la rive sud, tu vas payer plus cher. Tu vas payer plus cher. Exact. Mais l'autre problème, pourquoi que les gens ont peur, c'est justement les gens apprécient avoir du confort. Ouais. Puis de ne pas avoir de stress, puis de ne pas prendre aucun risque. Mais quand tu ne prends pas de risque, tu n'arrives pas à réaliser des choses hors de l'ordinaire ou des plus grandes choses que tu es habitué de créer. Tu sais. Fait que le problème aussi, c'est que les institutions financières, quand tu es comme moi trop téméraire, ben,
tu as beaucoup de refus. Tu sais, quand j'ai commencé le projet, personne ne voulait me financer, personne ne voulait me donner du financement pour faire juste des 16plex. Là, c'était carrément l'enfer. Mais je croyais tellement à mon produit, à mon concept, l'écosystème qu'on a créé d'habitation, de commerce, de services médicaux, de services de proximité, les écoles, les parcs, l'industriel, tout ça combiné dans un rayon de, mettons, 20 000 pieds carrés, bien, c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que c'est un écosystème. Si j'aurais fait seulement que des bungalows, mais je serais encore peut-être à m'imaginer si je n'étais pas réussi. Mais le fait de créer un écosystème, mais un aide l'autre, le bureau emmène des gens dans une heure où est-ce que les gens sortent de leur maison, qui vont travailler à l'extérieur, mais le bureau emmène du nouveau monde qui arrive de d'autres secteurs. Fait que ça fait que les commerces de restauration, les commerces de services, ils ont un achalandage qui est régulier parce qu'on a créé un écosystème. Puis c'est ça qui est important. Puis aussi le service de santé qui est ultra important, service d'éducation, les parcs, les sentiers que dans les boisés qui sont utilisés l'été pour les sentiers de vélo de montagne. L'hiver, ils font des sentiers de ski de fond, de raquettes. Fait que c'est une combinaison d'un ensemble de services qui fait que ça fonctionne. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de construire des 300 unités, des 350 unités en une seule phase, puis que les banques maintenant croient au projet parce qu'on a passé en travers les refus, on a passé en travers la misère des refus des villes aussi, des institutions financières. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a construit, mais là, les gens ont confiance, puis on voit tous les terrains disparaître en entour comme des petits pains chauds parce que les gens veulent s'attacher justement à tous les efforts que j'ai faits pour bénéficier de la facilité que maintenant ça fonctionne. Et c'est ça qui est le fun parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le secret que les constructeurs devraient commencer à ouvrir un petit peu dans l'idéologie puis peut-être dans leur plan d'affaires, c'est que quand tu veux faire quelque chose de big, quelque chose qui réussit, tu vas pas aller le faire dans un endroit où est-ce que c'est jamais. Tu vas sortir un petit peu, tu vas prendre plus de risques, ça va être plus difficile. Si c'est facile, c'est pas le fun non plus. Non. Puis, au fur et à mesure que tu es capable de créer un écosystème, c'est là que ça fonctionne. Parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Un écosystème, c'est quelque chose qui est devenu un besoin aujourd'hui. Les gens veulent plus faire de la route, les gens veulent plus aller trop loin. Puis avant, on avait le défi. Moi, j'ai grandi sur l'île de Montréal, puis quand on entendait « tu t'en vas à Laval, il n'y a pas de métro ». Moi, j'étais à l'école au secondaire, il n'y avait pas de métro à Laval. Puis Laval, pour nous, c'était la campagne. Aujourd'hui, j'habite à Laval. Puis il y a des métros à Laval. Tu sais, c'était le même concept à Mirabel, mais au final, toi, tu n'as pas eu de soucis parce que même s'il n'y a pas de métro à Mirabel, tu as créé les besoins. Les besoins de proximité étaient déjà desservis pour les habitants. Donc, tu n'as pas eu de challenge à vendre tes propriétés parce que les gens n'avaient pas de soucis. Je déménage à Mirabel, il y a déjà les commerces de proximité, il y a des restaurants, il y a des pharmacies, il y a tout. Tout est là maintenant. Il y a des restaurants aujourd'hui, des très beaux restaurants. Aujourd'hui, on fait du shopping aussi à Mirabel. Fait qu'il y a plein de choses qui font en sorte que c'est ça qui a fait une réussite. Puis je pense aujourd'hui que les constructeurs devraient apprendre un petit peu de ça parce qu'on a longtemps construit des immeubles et même des quartiers qui n'ont pas été imaginés pour desservir une population. Non. Puis ça a été un gros défaut, je pense, à la province du Québec. On est en train de le voir. Les nouveaux développements aujourd'hui sont plus axés sur l'humain. Ils comprennent ce besoin-là. Mais dans le temps, on devait marcher des fois dans certains quartiers plus de 10, 15, 20 minutes avant d'avoir notre première épicerie. Ben oui, on le voit maintenant avec le Centropolis. On a tous les services inimaginables, bureaux, épicerie, soins de santé. On s'en va sur la Rive-Sud. On a le Solar mi-quartier, on a le 10-30. Puis ils ont pris l'expérience du 10-30, ils l'ont amélioré au Solar mi-quartier. Puis là, ils sont en train de remembrer le 10-30 justement pour rajouter des services soit de bureau, parce que j'ai pas vu les plans, mais il y a des travaux qui se font en ce moment, mais ils s'améliorent, puis c'est ça qui est important. Il faut tout le temps innover, puis
puis trouver des bonnes idées pour que les gens aient un attrait pour vouloir venir habiter dans nos projets. Je pense que c'est ça le secret. Parce que si tu penses à la personne qui va l'acheter, qui va habiter et que tu regardes quels sont les besoins qu'elle a, tu vas avoir un projet réussi. Maintenant, tout ça, c'est beau, mais il y a les challenges. C'est quoi les challenges? Ray, dis-moi, c'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à vivre dans ta carrière là, pour réaliser des projets? Là? Ben, c'était au début de la Cité de Mirabel, c'était les refus des institutions financières parce qu'il n'y a pas d'argent, tu peux pas faire de grands projets. Fait que ça a été le plus gros des défis que j'ai eu à passer. Comment ça résout ça? C'était de bûcher, de sacrifier, d'économiser, de pas dépenser, de pas voyager, de tout mettre all-in dans le projet. J'avais un concessionnaire de voitures. J'avais peut-être 3, 4, 5 millions d'inventaire de voitures. J'ai tout vendu. J'ai tout mis l'argent dans Cité Mirabel. J'avais ma compagnie de transport, excavation, paysagement. J'ai tout vendu mes 12 roues. J'ai tout vendu mon équipement de déneigement, les loaders, les souffleurs. J'avais peut-être pas loin de 6 millions de dollars de machinerie lourde. J'ai tout vendu, j'ai tout mis l'argent dans le projet de la Cité de Mirabel. Fait que faut que tu t'investisses, faut que tu te sacrifies, puis il faut que tu crois en ton projet. Mais j'ai pas commencé en faisant des 350 unités. On a commencé avec des 16 unités. On faisait une bâtisse, on la remplissait, on en rebâtissait un autre, on la remplissait, puis ainsi de suite. C'est d'y aller avec un produit qui est consommable rapidement au départ pour avoir une absorption rapide. Parce que si j'aurais dompé un 350 portes dans plein milieu d'un champ, pas de service, aujourd'hui, je serais même pas ici. Je serais peut-être dans un asile psychiatrique en train de faire des prières. Mais j'ai été prudent. J'ai pas dépensé. J'ai tout mis all-in dans le projet. Autant mon argent que mon temps. Puis de faire beaucoup de sacrifices. Puis là, ça fonctionne. Après l'argent, le plus grand problème, c'est les refus dans le fond, des villes. Parce que c'est tellement compliqué maintenant d'avoir des permis, les zonages. On le voit, on veut pas ça dans ma cour, mais je me suis créé moi-même mes résidents qu'ils veulent pas ça dans leur cour. Fait que là, on a commencé à faire des unités d'habitation, maisons de ville, les 16plex, des maisons de ville plus luxueuses, les villas Cité Mirabel. Puis là, ben, après ça, on a pu réaliser les plus grands bâtiments, mais c'est là que les mêmes résidents qui ont acheté des maisons dans la Cité de Mirabel, ils s'objectaient à avoir des bâtiments à grande hauteur, mais la Cité Mirabel, c'est un projet de densification. Puis, on avait un plan d'ensemble. Les gens savaient qu'on était pour faire du 15 étages, du 8 étages, du 10 étages. Mais malgré ça, eux, ils veulent leur petite habitation, mais ils veulent pas que d'autres mondes aient leur habitation. Fait que là, c'est les objections, mettons, à la ville quand tu fais tes demandes de permis. Fait que c'est l'autre gros challenge. Puis le dernier plus grand challenge qu'on a, c'est que là, je suis à la fin de mes terrains, puis des projets qu'on a réalisés dans Cité Mirabel. Puis moi, je rêvais de créer une combinaison complète d'un écosystème. Dans un écosystème, ça prend du récréo touristique, ça prend des hôtels, ça prend une salle de spectacle, ça prend un centre de congrès. Puis là, ben, j'ai présenté un immense projet qui est le projet Moana Parc aquatique. Fait qu'on a 2 hôtels de 13 étages, un immense parc aquatique intérieur de 8 étages, puis on a un stationnement pour réduire le réchauffement climatique. Fait qu'au lieu d'avoir 70 000 pieds carrés fois 12 étages étendus au sol, fait que c'est quasiment 1 million de pieds carrés d'asphalte, de voitures étendues, mais nous, on a créé un stationnement de 10 étages. Sur le toit du stationnement, on fait un centre de congrès comme on voit, mettons, à Saint-Hyacinthe ou le Palais des Congrès de Montréal, mais Mirabel aurait son centre de congrès de 70 000 pieds carrés, mais je voulais encore créer quelque chose de très original. Fait qu'au lieu que le centre de congrès soit au rez-de-chaussée, mais il est au 11e étage du bâtiment qui est le stationnement étagé. Puis quand les gens sont au centre de congrès, mais c'est le fun durant l'été de sortir sur des immenses terrasses avec
des immenses pots avec des arbres au 11e étage. Mais c'est ce qu'on a fait dans notre présentation. Fait qu'on a tout donné les plans à la ville, les vidéos en 3D. Puis encore une fois, ben il y a quelques résidents qui veulent pas ça dans leur cours. Puis là, ben ils bloquent le projet. Puis là, ben on est pour parler encore avec la ville pour réussir à emmener le projet à terme, puis commencer la construction. Puis ce projet-là va faire rayonner la ville de Mirabel et le nord de Montréal parce que si les touristes viennent du Maroc, viennent de l'Australie, viennent de l'Italie, viennent de la France, de partout, des États-Unis, ben ils arrivent ici à Montréal, ils atterrissent à Yule, à l'aéroport Trudeau. Ils font quoi? Ils vont venir visiter le centre-ville de Montréal. Ensuite, ils vont peut-être aller à Québec, visiter le vieux Québec. Mais après ça, ils vont aller où? Ils vont s'en aller directement à Tremblant. Fait que Laval est orphelin d'un immense complexe récréo-touristique. Ensuite, le Mirabel, la même chose. Sainte-Thérèse, Rosemère, on n'a rien pour garder du tourisme pendant 2-3 jours pour qu'ils puissent en profiter avec leur famille. Beau temps, mauvais temps, hiver, été, pluie, grêle. Nous, on est ouvert 12 mois par année, 365 jours. Ils font quoi? Ils s'en vont directement à Tremblant. C'est vrai ce que tu dis, oui, parce que c'est important. Parce qu'en ce moment, au Québec, on a énormément de touristes. On n'a pas tant d'activités que ça qui sont 365 jours par année. On a des touristes qui viennent skier en hiver parce qu'on a des très belles montagnes de ski. Exact. Mais s'il y a de la mauvaise température, ils arrivent ici, eux, ils s'en foutent là, qu'il y a eu de la pluie, du verglas, que les pistes sont pas utilisables. Fait qu'ils font quoi? Mais là, ils sont désespérés parce qu'après ça, il n'y a plus. En hiver, il n'y a plus vraiment d'activités, à part les activités extérieures comme des choses comme qu'on fait tout le temps, chalet, patinoire, ces choses-là. On n'a pas d'endroit un peu comme on dirait Paris a son Disneyland. Miami, même chose. Montréal, on a la Ronde. Fermé l'hiver. L'hiver, on a le biodôme. On a le biodôme, c'est vrai, qui a été rénové. On a les cinémas. On a quelques musées. Mais à part ça, il n'y a rien à faire. Fait que s'il ne fait pas froid, dans les dernières années, les patinoires extérieures, ils ont été ouverts peut-être 2-3 semaines parce que les villes préparent les patinoires, ça gèle, les gens patinent. 2-3 jours après, il fait super chaud, il y a de la pluie, la patinoire est détruite, est fermée pendant une semaine ou deux. Il recommence à faire froid, la ville refait la patinoire, puis c'est comme ça depuis plusieurs années. Parce qu'on a un réchauffement climatique en ce moment. On n'a plus les hivers qu'on avait dans le temps, puis ça, c'est vrai. Regarde, on est à la fin octobre, début novembre, puis il fait pas très froid. J'avais pas de on n'avait pas ça il y a 10-15 ans, et on n'avait pas ça il y a 20 ans. Fait qu'il faut qu'on s'adapte. Fait que dans le fond, j'aime l'idée de ton projet parce que non seulement elle vient complémenter la ville que tu as créée, il ne faut pas se le cacher, c'est une petite ville. Mais en même temps, elle ne vient pas uniquement complémenter Mirabel. Elle vient aussi à être en parallèle avec le besoin de Montréal et le besoin de la communauté des Laurentides. Les touristes qui transigent, parce que c'est un couloir. Entre Montréal et Tremblant, c'est un couloir. C'est la 15. C'est la route la plus utilisée au Québec, c'est l'autoroute 15. Exactement. Puis c'est vrai qu'on a un besoin de ça, puis ça va bénéficier, je pense, pour la communauté de la Rive-Nord, la communauté montréalaise, mais même la communauté de la Rive-Sud. Parce que même la personne qui habite à Longueuil, là, puis en fin de semaine, là, il fait pas beau pour aller skier. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un centre aquatique qui est à Mirabel, comme les gens se déplacent en ce moment pour aller voir le outlet, ben ils vont y aller. Exact. Je pense qu'il y a un petit carrefour qui pourrait être un carrefour à mi-chemin entre Montréal et Tremblant. Exactement. Puis en même temps, ça va bénéficier parce qu'on va avoir des gens à l'aller et des gens au retour. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais au-delà de ça, Ray, tu as des projets, je pense, innovants. Tu penses grand. Tu sais, tu penses pas juste aux besoins de Mirabel ou aux besoins de ton projet. Tu regardes quelque chose qui manque un peu partout. Je pense que ça serait bien parce que ça, c'est pas un projet uniquement pour Mirabel. C'est pour tout le monde. C'est international pour les touristes. Ouais. Et ça va emmener des retombées économiques dans toute la Rive-Nord complète. Fait que Sainte-Thérèse va en bénéficier, Blainville, Rosemère, Boisbriand, toutes les villes et Porto, Saint-Jérôme vont toutes bénéficier du momentum qu'on va créer. Fait que je comprends pas
pourquoi que quelques personnes, je ne veux pas ça dans ma cour, vont bloquer un projet grandiose comme le Moana Parc aquatique. C'est sûr et certain que ça, c'est des défis. Ça fait partie du parcours. Ça, je pense que tu le sais mieux que moi. Ça fait partie de la game. On va toujours avoir des défis, mais je pense que tu vas pouvoir surpasser ça. Il va y avoir des modifications comme dans tous les projets. Exact. Puis on va s'adapter tranquillement pour livrer quelque chose qui va être acceptable. C'est un win-win, en fait, qu'on cherche. Exact. Mais dis-moi, Ray, à part de tout ça, c'est quoi les projets qui s'en viennent? Moi, je vais avoir des primeurs. En ce moment, on est en train de construire un des plus grands projets locatifs résidentiels de toute l'histoire de la Rive-Nord. C'est le projet Espace W. Dans le fond, de la façon dont j'ai créé le projet, c'est en écoutant encore une fois les gens, puis les besoins des gens, puis les générations qu'on a maintenant. Il y a beaucoup de baby boomers qui le monsieur décède ou la madame décède. Puis les gens, ils vivent énormément de solitude. Ça, j'ai appris ça parce que j'ai été, dans le fond, pour la levée de fonds des petits frères. Puis je suis allé à la maison des petits frères, puis je voyais des personnes qu'on appelle des personnes âgées, mais ils ont genre 60 ans, puis ils vont à la maison des petits frères parce que justement, leurs enfants travaillent beaucoup. Ils sont surmenés par leur travail, les enfants, les devoirs, s'occuper de la maison. Fait qu'ils n'ont plus de temps pour aller voir leurs parents. Fait que les parents, ben, ils se ramassent dans le regroupement des petits frères. Puis là, ben, je me suis dit, quand je vais faire un prochain projet locatif, je vais essayer d'unir toutes les générations. Fait que là, j'ai parlé des personnes âgées, mais on a aussi un fléau en ce moment. Les couples ne restent pas ensemble. On voit les gens, ça se sépare. Fait que les ménages se doublent. Puis là, ben, les mères se ramassent monoparentales, les pères monoparentales. Fait qu'ils ont besoin d'un endroit où est-ce qu'on va pouvoir réunir les petits-enfants, les enfants et les grands-parents dans un immense complexe qui est comme un immense bateau de croisière ou une immense ville dans un projet qui est Espace W. Puis là, j'ai créé une cour intérieure à l'intérieur de 4 bâtiments qui est sur un podium de 110 000 pieds carrés. Puis encore une fois, je voulais réduire mon empreinte pour le réchauffement climatique. Fait que j'ai aucune case de stationnement extérieur. Fait qu'à l'extérieur, j'ai aucun stationnement. Fait que tous les stationnements, que ça soit visiteurs, que ça soit résidents, que ça soit pour les bornes électriques, tout est à l'intérieur. Fait qu'on a, en tout, on a 220 000 pieds carrés de stationnement intérieur. C'est gigantesque. Et ensuite, sur ces stationnements intérieurs-là, on a 4 tours, 2 tours de 6 étages et 2 tours de 8 étages. Puis, on a créé des condos où est-ce que les gens vont habiter, mais qui vont pouvoir profiter, faire de l'exercice. Fait qu'on a créé un immense gym, mais vraiment comme dans un centre de conditionnement physique. On a créé une immense salle pour du yoga. On a 2 salles de simulateurs de golf. On a créé une immense cuisine pour créer des événements familiaux pour que les gens, si, admettons, ils ont un 3,5 puis ils veulent recevoir la famille pour un 50e, un 60e anniversaire, un shower, bien, ils ont une salle pour faire des événements avec la cuisine, avec tout l'équipement, le poêle, le frigidaire, la vaisselle, tout est là. Ils ont juste besoin d'emmener leur nourriture et leurs invités. Ensuite, on a créé une immense salle d'amusement. Fait que table de billard, table de baby-foot, hockey, les petites boules que tu lances. En tout cas, tout est là. Ensuite, on a créé un coworking parce qu'on est propriétaire des centres d'affaires au VUM. Puis là, avec la pandémie, il y a quand même beaucoup de gens qui font encore du télétravail, mais les gens, ils font quasiment des dépressions à passer leur vie dans leur 3,5 ou leur 4,5 parce qu'ils travaillent dedans, ils socialisent dedans, puis ils dorment dedans. Fait que là, à un moment donné, il faut respirer. Là, on s'est dit, bon, au lieu que les gens soient obligés de sortir puis aller se louer un bureau, mais si on a un centre d'affaires intégré dans le complexe, mais ils vont pouvoir aller là, puis c'est inclus dans leur loyer. Fait que les gens peuvent aller au centre d'affaires 365 jours par année, faire leur journée de travail là, puis après aller dans leur condo ou profiter des piscines. On a fait 3 piscines, 2 piscines au toit. Fait qu'on a une piscine familiale sur un toit avec un immense den
tout vitré avec un sauna qui est familial et on en fait un deuxième sur un autre toit d'un bâtiment de 8 étages. Celui-là, il va être 18 ans et plus. Là aussi, on a une piscine creusée sur le toit avec un sauna puis un immense den. Puis on a designé nos dens avec des décors qu'on retrouve dans le sud pour que les gens sentent relax, confortables, puis qu'il y ait une belle ambiance. Puis dans le centre des 4 bâtiments, je me suis inspiré des jardins de Versailles. J'ai créé un autre bâtiment dans le centre des 4, fait qu'un 5e bâtiment. Puis à l'intérieur, il y a une immense piscine creusée qui va être ouverte 12 mois par année et un immense spa qui va être dans ce bâtiment-là. Lui aussi est tout vitré. J'ai acheté un immense module qu'on voit dans les parcs, mais il est gigantesque, qui va être là pour les enfants. De l'autre côté de ce pavillon-là, il va y avoir des aires de détente pour les gens qui veulent faire du télétravail à l'extérieur l'été ou des zones de détente, de balançoire pour les personnes. Ça, il va y avoir combien d'unités là-dedans? Au départ, c'était 350 unités parce que je m'avais fié aux études de marché d'une firme très connue de Montréal. Mais l'absorption pour des 3,5, il n'y en avait pas tant que ça parce que les gens voulaient avoir plus de 4,5 et de 5,5. Fait que j'ai éliminé des 3,5. Fait que j'ai éliminé 14 3,5. J'ai gardé le même volume de pieds carrés. Puis là, on a baissé à 3,36, mais j'ai créé plus de 4,5 et plus de 5,5. Je comprends. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est énorme, là. En tout, c'est un projet locatif. Il y a plus d'1 million de pieds carrés de plancher, là. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ouais. C'est gigantesque. Puis en plus de ça, en fait, on est en train de voir cette tendance-là, pas revenir, mais se créer. Les développeurs, les constructeurs font de plus en plus de création de communautés. Ben, c'est important. C'est un écosystème. Puis, ce que je voulais faire avec le projet, c'est de réunir enfants, parents puis grands-parents. Le pourquoi, c'est que ça va libérer l'enfant. Le grand-parent qui est à retraite va pouvoir habiter dans un des bâtiments, être plus près de ses petits-enfants, puis peut-être le matin, prendre du temps pour déjeuner avec son petit-enfant, aller le porter à l'autobus parce qu'il est à retraite. Fait que la personne, elle a le temps de déjeuner sans stress, aller à l'arrêt d'autobus sans stress. Puis ça lui permet de passer du temps de qualité avec ses petits-enfants. Puis ça libère le parent qui peut aller travailler sans être obligé de se dépêcher pour déjeuner, donc au coin de la rue pour l'autobus, puis go, il nous reste plus grand temps, il faut se rendre à la job. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Puis c'est ce qu'on a besoin, je pense, aujourd'hui. À travers toute ton histoire, Ray, on est parti de comment ça a commencé, les changements de carrière que tu as fait, ton succès en développement. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais construire pas mal n'importe où. Tu n'as plus cette peur-là. Tu es devenu un des grands développeurs québécois aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner des conseils pour les nouveaux développeurs ou les développeurs qui sont à mi-chemin. Les développeurs, c'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux développeurs? Les meilleurs conseils, c'est que faut pas essayer d'épater les gens avec qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est important, c'est de faire bien ce qu'on fait, puis de bien réussir. Puis ça va parler par les projets que les gens vont réaliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de bien paraître, puis d'avoir des grosses voitures, puis rouler, dépenser, mais c'est important, avant de faire ça, de bien réaliser ses projets, puis de faire des projets à la hauteur de ses capacités financières et de ses capacités de ses mains, puis de les talents, puis de ton bagage que tu as en construction, justement pour pas avoir d'échecs. Fait que comme moi, quand j'ai commencé à Cité Mirabel, mais je suis pas parti avec des 300 et des 400 portes, j'ai commencé avec des 16 plex. Puis c'est ça qui a fait le succès du projet parce qu'on est allé une marche à la fois. Oui, vous On avez a été prudent. Exactement. Puis c'est plus facile d'absorption, un petit bâtiment. Fait que tu n'as pas à le supporter longtemps. Puis là, ben, ça te crée moins d'intérêt à payer inutilement. Fait que c'est pas parce que tu fais un gros projet, t'es bon. T'es mieux d'en faire plein de petits, puis de bien les réussir, puis de faire de l'argent sur ces projets-là que de domper de l'argent aux banques en intérêt inutilement parce que tu as voulu faire trop gros.
Mais oui, tu vas pouvoir faire gros, mais comment c'est comme j'ai commencé à courir de la course dans des marathons. Cette année, j'ai commencé avec des 5 km. Après ça, j'ai fait un 10 km, j'ai fait un 15. J'ai fait le demi-marathon de Montréal, 21,5 ou 0,2, mais je suis pas parti avec un 21. Hein. J'aurais pas été capable, puis j'aurais arrêté à mi-chemin. Je commençais avec un 5 km. Puis là, ben, je me suis pratiqué avec ça. Après ça, j'ai été confortable avec un 5, j'ai fait un 10, mais c'est le même principe. Mais le problème qu'on voit, c'est que les gens, ils veulent épater à la galerie puis commencer avec des gros projets, mais ça fonctionne pas. Ça, je suis d'accord avec toi, Ray, parce que c'est vrai, quand on n'a pas encore l'expertise, puis on n'a peut-être même pas assez de liquidité pour un produit qui est au-dessus de nos moyens, Exact. ce qui va arriver, c'est que soit le projet va échouer, il va s'arrêter, ou on va être obligé d'entrer plusieurs partenaires financiers dans le projet. Plus on est, plus la chicane pogne. Exact. Puis je te le confirme. Ça, c'est un autre conseil que je vais donner aux gens, c'est que au lieu de faire un 24 plex avec un partenaire, fais donc un 12 plex tout seul. Tu t'estimeras pas avec personne. Ouais. Tu diras pas que personne a dépensé plus, qu'il a dépassé le budget. C'est toi qui vas être le maître du volant. Puis tu n'auras pas à reprocher ton succès ou ton échec à personne. C'est toi qui vas être le maître de tout. Fait que, au lieu de faire un 24, fais un 12. Puis au lieu de faire un 6, fais un 3. Tant qu'à avoir un partner. Ben, c'est vrai que, qu'est-ce que tu dis? Il y a deux écoles. Il y a l'école qui prône le partenariat. Il y a l'école qui prône le gère tes affaires tout seul. Il y a du monde qui disent, ouais, mais en étant avec des partenaires, je vais peut-être aller plus vite. C'est vrai. Mais il y en a qui disent non. Puis ça, je viens de comprendre que toi, tu es de cette école-là. Tu préfères danser tout seul que d'avoir des partenaires. Puis ça, je le vois beaucoup dans la vieille école. Les gens de la vieille école, mon père était comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas de partenaire, moi, c'est tout seul, puis je vais y arriver. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais mes bases vont être solides. Puis c'est sûr que si j'échoue, ben c'est juste ma faute à moi. Exact. Qu'est-ce que tu penses de ça? Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'investisseurs et de partenariats dans la construction, dans le développement. Je sais que c'est un sujet peut-être sensible. Ben, c'est pas sensible, c'est la réalité. Tu sais, si on va au Club des investisseurs immobiliers du Québec, tu vois plein de gens qui font des deals ensemble, mais tu regardes ces mêmes chums-là, quand ils ont fait le deal, tu les revois 3 ans plus tard, ils se parlent tous plus. Là. Puis je te dirais, c'est au moins à 90% que ça finit en queue de poisson. Moi, j'ai eu peut-être 3 projets que j'ai faits avec des partenaires. Les 3 projets, ça a été de la grosse merde. Ça a juste créé de la bisbille, des problèmes. J'ai encore des avocats dans les dossiers. Je suis rendu à un demi-million de frais d'avocat payés. Je cours après 6-7 millions de dollars justement à cause de partenariats. Fait que c'est une raison officielle. Je ne conseille aucun partenariat. C'est pour ça que même mes enfants, je leur dis, faites des projets tout seul puis embarquez pas avec personne. Ça donne absolument rien. Si vous êtes travaillant puis vous tapez 70 heures semaine, t'es partenaire avec quelqu'un qui va en faire 35-40, déjà, c'est de la grosse merde. Là. Ça marche pas pantoute. Parce que tu te donnes comme jamais, puis l'autre, mais t'es obligé de tirer dessus tout le temps. Ouais. Ou il y en a qui veulent flasher puis avoir des grosses voitures. Puis là, mais ils veulent mettre le gaz dans la compagnie. Puis toi, tu fais attention, tu travailles tout le temps. Fait que tu vas brûler 50-100 piastres de gaz par semaine. Puis lui, il roule la grosse voiture, il en brûle 200. Encore un autre problème d'échec. Fait que ça fonctionne pas. Là. Et c'est le fun d'avoir ton opinion. Ouais, c'est sûr que je crois beaucoup à la même chose que toi. Moi, même si je suis jeune, mes parents m'ont appris ça. Danse toute seule. Puis la collaboration, c'est bien. S'entraider, c'est bien. Exact. Puis tu peux avoir des partenaires pour réfléchir, des partenaires pour avoir des idées, des partenaires qui vont collaborer avec toi. Tu peux donner de la business à des gens. Ton partenaire qui veut rentrer en business avec toi à 50-50, lui fait de l'excavation, toi tu fais du développement. C'est pas un problème, tu lui donneras la job d'excavation. Si toi t'en fais pas, tu vas de cette manière-là avoir tout le monde comme ami. Mais tu vas pas les avoir amis pour un projet, tu vas les avoir amis pour bien longtemps.
Parce que c'est pas un projet, puis après ça, vous vous chicanez, vous vous séparez, parce qu'il a donné un contrat. Puis de cette manière-là, je pense qu'il y a une façon de créer un réseau puis de se créer des partenaires qui sont pas nécessairement partenaires dans ton projet. C'est des partenaires d'affaires. Tu fais faire les soumissions, puis s'ils livrent la marchandise, s'ils travaillent avec des bons prix, ben ça va créer un partenariat développeur-entrepreneur, puis tu Exactement. payes tes factures, puis ça va créer des belles relations. Exactement. Puis à chaque fois que tu vas avoir un projet, ben ces gens-là vont être les premiers à te donner une meilleure travail, une meilleure qualité, une meilleure solution parce qu'ils veulent continuer à travailler avec toi. Ça, c'est une façon de faire du partenariat aussi. Ouais. Puis un autre point très important, ce que j'entends beaucoup dans le domaine, c'est que les gens payent pas bien. Fait que c'est mieux d'avoir une voiture tout croche, mais d'avoir du cash dans ton compte de banque. Puis quand que tu reçois tes factures de tes fournisseurs, paye-les rapidement. Tu vas avoir des meilleures soumissions, des meilleurs prix, des meilleures relations. Nous, tous nos projets, puis là, on est devant la caméra, fait que tous les gens qui vont l'entendre, qui sont mes fournisseurs, nous, les gens commencent, admettons, le 1er de novembre. Le 25 du mois de novembre, ils nous facturent jusqu'à la fin du mois de novembre. Puis le 15 du mois suivant, ils ont leur chèque. Fait qu'on paye même pas en dedans de 30 jours, on paye en dedans de 15 jours. Mais ça fait que j'ai les meilleurs prix sur le marché pour le béton, l'excavation, les fenêtres, plombiers, électriciens. Puis les gens sont fiers de travailler ces projets. Fait qu'ils m'envoient leurs meilleurs ouvriers qu'ils ont dans leur entreprise parce qu'ils veulent pas me décevoir. Fait que ça crée un win-win. Puis là, ben, ça crée des projets à la fin que tu livres la marchandise, la banque est contente, les locataires ou les propriétaires qui achètent les bâtiments sont contents. Pourquoi? Parce que les employés des sous-traitants qui sont venus travailler étaient soucieux du travail parce qu'ils ont le goût de travailler avec toi parce que, le propriétaire, il est content de t'envoyer ses meilleurs gars, puis il t'en prend soin. Fait que les gens, ils y donnent, puis tu as de la qualité sur les chantiers Ça, dans tous les sens. je pense que c'est aussi, c'est excellent ce que tu dis parce que tu as les meilleurs services après, mais tu as aussi les meilleurs gars sur ton terrain dans une situation parce qu'on est en crise de main-d'œuvre. Fait que c'est aussi une solution pour avoir les meilleurs, mais c'est aussi une solution pour pouvoir maintenir, d'avoir des employés, des gens de qualité sur tes chantiers. Exactement. Fait que de cette façon-là, tu n'arrêteras jamais de bâtir. Ah ben, on ne sait pas. On va continuer à gérer nos bâtiments parce tout ce qu'on a construit dans Cité Mirabel, on est tous propriétaires des bâtiments. Puis, comme les grands bâtiments comme le 700, Espace W, on est les seuls propriétaires. Fait que juste s'occuper de la maintenance, de l'entretien, la gestion, on a nous-mêmes nos tracteurs à gazon, on coupe nos gazons. La seule chose qu'on fait pas, c'est que je veux pas acheter une machinerie lourde pour faire du déneigement, mais on donne les contrats de déneigement, mais les plates-bandes, la tonte du gazon, changer les plantes, on fait tout nous-mêmes à l'interne, le nettoyage des stationnements, puis on fait la maintenance sur tous nos bâtiments commerciaux. Fait qu'on peut pas chialer sur les sous-traitants, on fait tout nous-mêmes. C'est bien aussi parce que si tu as créé cette façon de travailler à faire tout toi-même, c'est là que tu es capable d'aller chercher plus de profit aussi sur tes projets et ta rentabilité est encore meilleure. On fait peut-être pas plus de profit, mais nos projets sont mieux entretenus. Les locataires sont contents parce qu'on est tout le temps là. Il y a tout le temps quelqu'un de présent. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un de l'équipe ou l'équipe de location. À tous les jours, ils passent sur tous nos sites pour s'assurer que les bacs à déchets, parce que c'est des bacs semi-enfouis, qu'il n'y a pas des sacs qui ont été dompés à terre à côté au lieu de les avoir mis dedans, parce que souvent, il faut éduquer nos locataires. Des fois, il y en a qui sont durs de la feuille, mais c'est pas le locataire qui est dur de la feuille. Ça peut être son chef cuisinier ou son concierge qui fait pas attention, puis il a pas le goût de forcer puis de mettre le sac dans le bac semi-enfoui, fait qu'il le met à terre, mais à tous les jours, j'ai des gens qui passent sur tous nos projets pour s'assurer qu'à l'extérieur, c'est impeccable. Ça, c'est super bien parce que c'est aussi une qualité que tu offres qui est continuelle. C'est pas une qualité à la livraison, mais c'est une qualité continuelle. Ça, c'est le fun parce que ça va donner le goût aux gens d'habiter. Ça va donner le goût aux gens de louer ces endroits-là, d'habiter dans ces endroits-là, de vivre là. Ça va pérenniser la locativité du produit. Puis les gens, ils signent leur bail. Puis il y a des gens qui ont arrivé dans les premiers locataires au 700.
Là, ça fait 3 ans, ils sont encore là. Fait qu'il y a pas de turnover de locataires, parce que ça, c'est coûteux comme jamais, là. Oui. Quand il y a des déménagements, ils détruisent les corridors, les ascenseurs, les cadres de porte. Mais quand tu es capable d'avoir de la bonne rétention puis que les gens continuent à habiter, qu'ils renouvellent leur bail, c'est une richesse pour un projet. Puis pour le côté propreté, tout ça, mais je me suis inspiré des grands projets comme les grands hôtels, Disney. Tu vas là, les plates-bandes sont incroyables. Ouais. Puis les gens prennent des photos, mais ils sont même pas encore rendus dans les manèges, puis ils sont déjà en train de prendre des photos des jardins de fleurs, des arbustes bien taillés. Tout le monde est impressionné parce qu'il n'y a pas de déchets qui traînent à nulle part, mais il faut s'inspirer des grands joueurs, des gens qui ont réussi dans le passé, puis de prendre les bons côtés de tous ces projets-là, puis d'en rajouter, puis d'être très créatif, puis faire des beaux projets. Écoute, je te remercie beaucoup, Ray. Tu nous as donné quand même une très, très belle perspective de où est-ce que tu t'en vas. Une très belle perspective aussi de ta réalité de tous les jours, parce que je pense que vu que tu gardes tes immeubles et tu gardes beaucoup de tes projets, ça fait en sorte que tu es quelqu'un qui est non seulement développeur, constructeur, mais aussi gestionnaire. Exact. Dans le fond, toi, tu as créé une compagnie qui fait un petit peu de tout. Puis je pense que tu es très attaché aussi à ce que tu fais. Beaucoup. Ouais. Et ça garde aussi ta motivation. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la personne qui a bâti un projet pour continuer à la gérer. Exact, parce que tu connais le projet par cœur. Tu connais le projet, puis Toutes tu nos l'aimes. machines, nos salles mécaniques, toute l'équipe en place, c'est eux qui ont construit. Fait qu'on a un pépin, on sait exactement quoi faire, où ce qui sont nos chambres mécaniques, nos chauffe-eau centrales, on connaît tout, là. Fait qu'on on élimine aussi des grandes dépenses parce qu'on répond rapidement à un petit problème qui devient jamais grand. Exact, exact. Moi, j'aimerais ça savoir, pour qu'on part un petit peu sur les mots de la fin. Comment vois-tu le marché immobilier dans les 10 prochaines années? Avec la pénurie qu'on n'arrête pas d'entendre parler, des fois on entend 700 000, 1 million, 1 500 000 portes d'habitation. Il y a un immense potentiel, mais il faut être prudent, puis faire des beaux projets, construire des écosystèmes d'habitation, puis aussi faire attention pour l'environnement, fait que de faire des beaux bassins de rétention, beaucoup de végétation, super important, puis d'éliminer l'asphalte, fait que de faire le plus de stationnement intérieur. Puis aussi, ça l'emmène des économies parce que l'hiver, quand tu n'as pas de stationnement extérieur, mais tu n'as pas à payer du déneigement, fait que moins de pollution avec les loaders, moins de pollution avec le transport de la neige pour la sortie du site, moins de neige avec du calcium qui va dans des dépotoirs. Tu mets pas de sel dans les stationnements, fait que ça crée énormément de pollution. Fait que c'est de créer des beaux projets bien pensés, autant pour le bien du résident, mais aussi pour le bien de l'environnement. Fait que c'est ce que je conseille aux gens, d'être créatifs puis de faire des belles choses. Ben, c'est super tout ça. Je pense que c'est des bons conseils, c'est des beaux conseils. Puis à travers ce que tu viens de dire aussi, c'est de pousser les gens à réfléchir en créant des écosystèmes qui vont continuer à exister dans très longtemps. Ça, c'est important parce que de plus en plus qu'on va avoir de développement, de moins en moins de pieds carrés on va avoir. Il va falloir qu'on continue à optimiser nos pieds carrés de la bonne manière pour avoir des immeubles qui vont continuer à vieillir avec nous autres. Oui, c'est super important. C'est ça, je pense, le plus gros challenge qu'on est on est en train de rentrer dans cette ère-là, je pense. Écoute, Ray, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Tu aurais un petit mot pour la fin, un conseil à donner, un mot quelque chose à ajouter? Je dirais aux gens de prendre soin d'eux parce que des fois, on est dans le tourbillon avoir du succès, créer des grands projets tout ça, mais on fait pas attention à notre santé, puis à chaque jour, on vieillit d'une journée. Puis, c'est ultra important de prendre soin de soi, d'être en forme pour justement être capable de profiter de tout ce qu'on crée, tout ce qu'on bâtit. C'est vrai. Fait que c'est de prendre soin de sa santé, prendre soin de sa famille, puis de dire aux gens qu'on aime, mais qu'on les aime, puis de faire des beaux voyages, puis de passer du bon temps en famille.
Merci, Ray. Merci. En fond, vive le moment présent. C'est ce que Ray nous dit. Merci, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Puis merci d'avoir partagé surtout ton expérience, ton expertise, puis toutes les belles histoires qu'on a entendues aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à tous. On vous revoit pour le prochain épisode de Tout Terrain.